Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Au sommaire à la une, tenue du Conseil ordinaire des ministres sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Parmi les décisions phares, le projet de réalisation de la voie ferrée port autonome Kagbélé. Partenariat Sud-Sud, les responsables des douanes maliennes et guinéennes sont en conclave à Conakry. Objectif, réfléchir sur les moyens susceptibles de lever les entraves douanières entre les deux pays. À la page noire de cette édition, vous aurez les échos des obsèques nationales du regretté Pierre Bangoura. L'ancien capitaine de la première équipe nationale a rejoint ce jeudi sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Encore une fois, bienvenue à tous. Direction le palais Sékou-Touré où le président de la République a reçu en audience une délégation de la société chinoise Star Times, conduite par son administrateur général. Au cœur de la rencontre, la migration de la RTG vers le numérique. Ses partenaires chinois ont réaffirmé leur soutien pour la réalisation de ce projet. Ibrahim Keïta. Révolutionner la télévision numérique en Guinée avec à la clé un partenariat public-privé fécond, tel est l'essentiel de cette audience que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a accordé ce jeudi à l'administrateur général de la société chinoise Star Times. Dans son élan de donner une autre image à la télévision guinéenne, le chef de l'État a souhaité la couverture du territoire national par la RTG. Pour le professeur Alpha Condé, il est temps de rompre avec ce que nous avons connu depuis des années en matière de télévision. Et l'administrateur général de Star Times a exprimé la disponibilité de sa société à accompagner la Guinée dans ce vaste programme de réforme audiovisuelle. Après cette audience avec Excellence, Monsieur le Président de la République, il a déjà montré une vision. Il espère qu'après une coopération avec le groupe StarTimes dans le domaine de télévision numérique, qui peut donner une vie plus belle pour les peuples guinéens. Excellence, Monsieur le Président, qui a demandé un travail sérieux, en fait, donner une espérance à StarTimes. Bon, il espère qu'on peut ramener les expériences, les techniques et les expériences de l'exploitation. On a déjà réalisé à les autres pays africains, ramener ici en Guinée pour donner le bonheur au peuple de la Guinée. Le StarTimes qui va bien effectuer les travaux. Créé en 1988 à Béguine, StarTimes est un groupe spécialisé dans l'intégration des systèmes de fourniture de la technologie et du fonctionnement du réseau. Ce groupe présent en Guinée depuis des années compte sur le continent africain plus de 4 millions d'abonnés. Cette vision du chef de l'État vise l'accès de tous les Guinéens aux images de la télévision nationale. Aussi et surtout, ce partenariat naissant permettra de révolutionner les installations de la RTG avec un service de qualité. Ils vont procéder à des investissements allant de 80 à 100 millions de dollars destinés à moderniser, conformément à la volonté du président de la République, le système de télévision de la Guinée pour que dans les coins et moindres recoins de la Guinée, nos citoyens puissent accéder à la télévision numérique pour que la Guinée, à l'instar des autres pays, et pour répondre à l'échéance qui est celle fixée par l'OIT, la Guinée soit à ce grand rendez-vous de l'ère numérique. Cette délégation de StarTimes est dans notre pays. Il vient d'être reçu par le président de la République pour parler de ce projet et structurer le projet. Ils vont aider à la modernisation aussi de la RTG, qui est leur principal partenaire. Ils vont aider à la construction ou la reconstruction des bâtiments de la RTG, de manière que notre télévision nationale arrête de faire figure de parents pauvres. Présent dans 23 pays africains, StarTimes se positionnent pour être le premier partenaire de la Guinée dans l'atteinte des objectifs de la révolution technologique, cela dans le domaine de la télévision numérique.
Bonne nouvelle pour la RTG pour ses belles perspectives. Nous restons au palais Sékou-Touré où s'est tenu le conseil ordinaire des ministres sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Entre autres sujets débattus, le processus de relance économique post-Ebola, le projet de réalisation de la voie ferrée port autonome Kagbélé et l'informatisation de l'administration publique. Compte rendu du conseil, Bernard Tonguino. Comme à l'accoutumée, ce conseil s'est ouvert par les instructions du président de la République. Le chef de l'État interpelle les membres du gouvernement sur certaines questions prioritaires du moment. L'évaluation des engagements relatifs au processus de relance post-Ebola tient à cœur le chef de l'État. Le chef de l'État a exigé que toutes les initiatives, programmes et projets des départements soient élaborés en cohérence avec le Programme national de développement économique et social 2016-2020. Le président de la République a demandé au ministre en charge des Transports d'accélérer le projet d'exploitation de la ligne de voie ferrée pour l'acheminement des conteneurs et autres charges importantes à la sortie du port de Conakry vers Kagbélé. Le chef de l'État a invité les membres du gouvernement et les hauts cadres de l'administration à privilégier l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et notamment les échanges électroniques dans leur travail au quotidien, afin d'accélérer et qualifier l'action gouvernementale. À cet effet, il a également requis une mise en œuvre plus rapide du programme d'informatisation de l'administration publique. Le président de la République a demandé au gouvernement de veiller au suivi des différents protocoles d'accord conclus par la Guinée en responsabilisant et en mettant à contribution les bureaux de stratégie et de développement au sein des ministères. Le chef de l'État a enfin invité le gouvernement à revoir la procédure d'élaboration du budget. Il a exigé que les débats sur ce sujet commencent plus tôt, qu'il associe le bureau de l'Assemblée nationale et qu'il tienne compte des engagements de la Guinée. La rencontre gouvernementale de ce jeudi à Sékou-Touré a été aussi marquée par le compte-rendu des 2 derniers conseils interministériels. La ministre du Plan et de la Coopération internationale est revenue sur la participation récente de la Guinée à la 52e session du Conseil économique et social des Nations Unies. Rencontre tenue à New York en juillet dernier. Session au cours de laquelle il a été demandé à tous les pays de prendre désormais en compte les objectifs de développement durable dans leur plan d'action. La ministre a informé le Conseil que la session de cette année a été consacrée aux réflexions pour l'appropriation et la mise en œuvre des objectifs de développement durable 2016-2030, du plan d'action d'Addis Abeba pour le financement de ces ODD, de la Convention de Paris sur les changements climatiques et d'autres objectifs de développement international agréés. Elle a ensuite fait état de sa déclaration à cette session, une déclaration dans laquelle le point sur la situation économique et sociale de la Guinée et les réformes en cours ont été présentés, avec un accent particulier sur l'élaboration de la vision Guinée 2040 et du plan national de développement économique et social 2016-2030, qui intègre les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 pour l'Afrique. Les ministres de l'Environnement, des Eaux et Forêts, des Transports et de l'Énergie se sont prononcés sur certains sujets relevant de leurs départements respectifs. Il s'agit notamment de la protection des espèces sauvages menacées d'extinction, du projet de politique sectorielle des transports à l'horizon 2035 et enfin de la politique nationale de l'eau. Du côté du budget, le ministre a fait une communication relative au processus d'élargissement de l'assiette fiscale dans le secteur informel et le cadre budgétaire à moyen terme 2017-2019. Un processus qui devrait permettre, entre autres, de sécuriser la collecte des recettes, la création des centres de gestion agréés afin d'apporter au secteur informel une assistance en gestion et en financement. À l'issue des débats, plusieurs décisions sont prises. 1. Le Conseil demande à la ministre en charge du plan de préparer une note explicative et détaillée rappelant aux chefs des départements ministériels les 17 objectifs de développement durable afin qu'ils soient systématiquement intégrés dans les initiatives de projet du gouvernement pour pouvoir bénéficier des appuis des bailleurs de fonds. De concevoir à partir de ces 17 objectifs de développement durable les objectifs spécifiques de chaque département ministériel. 2.
le Conseil demande à la ministre en charge de l'Environnement de présenter lors d'une prochaine session les différentes positions et engagements régionaux et internationaux en matière de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. 3. Le Conseil demande au ministre en charge des Transports d'approcher son homologue en charge du plan pour la conformité du projet de l'aide de politique sectorielle des transports avec la politique nationale de développement économique et social en cours d'élaboration avant son approbation. 4. Le Conseil autorise le ministre en charge de l'hydraulique à poursuivre son étude tout en s'assurant de la prise en compte de tous les aspects de la politique de l'eau. Et enfin, 5. Le Conseil approuve le projet d'arrêté sous la signature de M. le Premier ministre portant création, attribution et organisation du comité interministériel de suivi et d'élaboration du document de politique nationale de l'eau sous réserve des amendements qui ont été proposés. Le rendez-vous est pris pour jeudi prochain pour d'autres décisions relatives à la vie de la nation. Je vous le disais tantôt, rencontre à Conakry des directions générales des douanes de la République du Mali et de la Guinée. Une occasion pour ces soldats de l'économie de réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de lever les entraves douanières entre les deux pays. Reportage signé Alassane Diogobari. Les douaniers maliens et guinéens ont en commun un métier dont la noble mission est de renflouer les caisses publiques de deux États voisins et amis. La Guinée, un pays côtier avec son port autonome, et le Mali, pays continental sans port, mais avec des opérateurs économiques dynamiques, désireux de faire de Conakry leur port de prédilection. Cette rencontre bilatérale entre les administrations des douanes marque une forte présence des autorités douanières du Mali qui espèrent par ce forum défoncer avec leurs homologues guinéens toutes les entraves liées à l'accessibilité du port autonome de Conakry. Le port de Conakry est le port le plus proche, environ 800 km. Les autres ports sont beaucoup plus distants, de plus de 200 km. Donc notre coopération gagnerait davantage à consolider, en tout cas à améliorer les infrastructures qui sont là pour booster, si vous voulez, l'activité sur ce corridor. Côté guinéen, on reconnaît volontiers certaines difficultés qui font que le port de Conakry reste non concurrentiel à certains égards, tout en rappelant cependant les efforts fournis par le gouvernement guinéen pour faciliter la célérité dans le débarquement des marchandises. Nous aussi, nous leur accordons des surestaries, nous annulons certaines surestaries, et tout ça pour la facilitation, pour leur permettre d'accéder vraiment plus facilement au port de Conakry. Et je ne pense pas qu'ils aient plus de facilité dans les autres ports que le port de Conakry quand même. Il y a déjà un grand problème majeur qui a été réglé avec l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé. Il s'agit notamment de l'extension du port de Conakry et de sa modernisation. Et avec très certainement l'ambition des deux gouvernements et des deux chefs d'État à mettre en place un chemin de fer qui va rallier Conakry à Bamako, contribuera à fluidifier, si vous voulez, à améliorer les échanges entre le Mali et la Guinée. Le ministre du Budget appuie la disponibilité du gouvernement guinéen à œuvrer à l'accessibilité du port de Conakry à l'ensemble des opérateurs de la sous-région. À Conakry, l'acquisition et l'exécution des marchés publics sont souvent source de polémiques à cause de la méconnaissance du Code des marchés publics. Au-delà même de l'autorité bénéficiaire des projets, 3 autres organes sont chargés de gérer les grands projets et les marchés publics. Des précisions en images avec Yaya Silla. L'administration et le contrôle des grands projets et marchés publics, la CGP, est un organe qui veille sur la régularité et la sincérité du processus de passation des marchés publics. Il est le premier maillon de la chaîne de marchés publics qui compte 3 directions. C'est la direction nationale des marchés publics qui reçoit, après que les autorités contractantes aient préparé les dossiers d'appel d'offres, que ces dossiers d'appel d'offres soient passés au niveau de la CGP pour avoir la non-objection, c'est-à-dire la validation. Cette direction nationale, une fois les appels d'offres lancés, qui reçoit les offres, qui les ouvre, qui les analyse, qui les évalue
et qui procède à l'attribution provisoire des marchés. La direction de l'administration et contrôle des grands projets et marchés publics est maître d'œuvre de plusieurs chantiers nationaux initiés par le chef de l'État afin d'assurer à la population une vie meilleure. Les grands projets qui sont en cours, sans que la liste ne soit exhaustive, c'est premièrement le projet hydroélectrique de Soapitu, dont les travaux ont été lancés par le président de la République le lendemain de son installation pour une durée de 5 ans. Il y a également la construction du backbone national à fibre optique sur 4000 km à travers tout le pays. Il y a également la réhabilitation et l'extension plus l'équipement de l'hôpital national d'Onka. Il y a la construction des écoles régionales des arts et métiers pour la formation d'ouvriers qualifiés à Labé, à Sigring, à Bokeh et à Zérekouré. L'administration et contrôle des grands projets et marchés publics reçoit et étudie l'ensemble des marchés et projets d'utilité publique venant de l'autorité bénéficiaire. Elle tient compte du budget alloué à l'autorité contractante avant de se prononcer sur la régularité du projet. Actualité sanitaire à présent avec la célébration du 29e anniversaire de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Elle se tient sous le signe de l'intégration régionale et sécurité sanitaire dans l'espace CEDEAO. Le rôle du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies. Hadiatou Bari. L'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, a 29 ans d'existence. Elle est l'unique institution sous-régionale spécialisée en santé. Depuis sa création, l'organisation œuvre pour l'offre des soins de santé de qualité aux communautés vivant dans l'espace CEDEAO. En célébrant son 29e anniversaire cette année, l'Organisation ouest-africaine de la santé entend mettre l'accent sur l'intégration régionale et la sécurité sanitaire dans l'espace CEDEAO. Une approche plus holistique sur la base du concept One Health ou une seule santé, imposant de fait une plus grande coopération et collaboration entre les acteurs clés de la santé humaine, animale et environnementale afin de lutter contre la propagation, l'émergence et la réémergence des agents pathogènes. Tirant les leçons de l'épidémie d'Ebola survenue dans les 3 pays de la CEDEAO, l'OAS s'est doté d'une unité de riposte. Le Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies de la CEDEAO. Sa mission, prévenir d'éventuelles épidémies et appliquer une réponse rapide aux situations d'urgence sanitaire. Comme vous le constatez, au regard de la pertinence du rôle du CREMS CEDEAO, nous sommes interpellés en tant que pays membre de la CEDEAO pour soutenir la mise en place et le fonctionnement aussi bien de l'Institution nationale de coordination que du CREMS CEDEAO, afin que celui-ci soit le pilier pour le renforcement de nos systèmes de santé et pour l'intégration régionale. À ce jour, l'Organisation ouest-africaine de la santé compte 15 pays membres. Dans ces différents pays, les points focaux de l'OAS vont vulgariser des informations sur les principaux rôles du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies de la CEDEAO. L'un des héros dans l'éradication du virus Ebola fait ses adieux à la Guinée. Après une mission bien accomplie, le représentant adjoint de l'OMS, Dr Mamoudou Harouna Djingarey, quitte notre pays avec un message fort à l'endroit des autorités, celui du renforcement du système de santé en Guinée. Aïssatou Desso, RTG, Boulbiné. 2 années de service rendues à la nation guinéenne. L'heure a sonné pour le représentant adjoint de l'OMS en Guinée de rejoindre son poste au Burkina Faso. Dr Mamoudou Harouna Djingarey a combattu aux côtés du ministère de la Santé la cellule de coordination nationale de lutte contre la maladie à virus Ebola pour mettre fin à cette épidémie qui a endeuillé plusieurs familles. Dr Sakoba Keïta ainsi que quelques collaborateurs saluent le mérite de l'homme. Nous reconnaissons sa valeur parce qu'il n'a jamais refusé une fois, quand on faisait des missions surprises, il a participé
à toutes les réunions stratégiques. Vous avez une méthode de travail basée sur 3 valeurs cardinales. La compétence, la collaboration, donc on dirait le partenariat et les résultats. Arrivé en Guinée dès après l'annonce officielle de la maladie Ebola en mars 2014, cet homme fait partie des 21 742 experts à participer à l'éradication du virus Ebola. Après Ebola, il y aura encore des épidémies. Ce qui fait que c'est un cycle perpétuel de préparation, réponse, évaluation, préparation. Il faut continuer à renforcer le système de santé, à renforcer la surveillance, à renforcer les capacités de laboratoire pour que ce pays puisse répondre aux exigences du règlement sanitaire international. En guise de reconnaissance, un satisfecit lui a été offert par le ministre de la Santé. Au nom du président de la République, et de tout le peuple de Guinée, vraiment, je voudrais dire merci pour tout ce que vous avez fait pour la Guinée, pour tout l'accompagnement. Le départ de Dr Mamoudou Aruna Djingare a été aussi rehaussé de remerciements pour les efforts dans la lutte contre Ebola. Dans les jours à venir, des équipes de vaccination contre Ebola vont quitter la Guinée après de loyaux services. Pour boucler cette page santé, nous allons vous proposer un extrait de l'entretien de Dr Mourissa Dankouyaté. Il est le directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques affectant la santé de la femme et des enfants. Il était l'invité de notre édition de la mi-journée présentée par Hassan Hilal Silla. Suivez. Le Premier ministre a déclaré solennellement au nom du président de la République, du professeur Alpha Condé, que la Guinée s'engage encore plus dans la lutte contre les mutilations génitales féminines et va se baser sur les textes que nous avons volontairement votés ici pour la protection de la santé de nos filles, de nos sœurs et de nos mamans. Et donc ça, pour nous, c'est un grand pas. Et surtout le fait que les leaders religieux, les vrais, s'engagent maintenant contre cette pratique. Je pense qu'avec la vigilance du gouvernement, avec la vigilance de tous les partenaires, nous allons essayer de bloquer une petite minorité de personnes qui se font passer pour des marabouts, pour des leaders religieux, alors que ce sont des charlatans et qui compromettent tous les efforts d'un pays comme la Guinée. Alors je suis sûr que si nous continuons sur la lancée avec le leadership du gouvernement et du chef de l'État, nous allons réussir à protéger mieux nos enfants. Réponse aux besoins des migrants vulnérables et en détresse, c'est le nom de ce nouveau projet mis en place par l'Organisation internationale pour la migration. Après son adoption, ce projet va favoriser le retour volontaire des migrants vulnérables et en situation irrégulière. Moussa Bangora, Ousmane Kamara signe ce reportage. Un nouveau plan d'aide au retour volontaire et à la réinsertion des migrants vient d'être élaboré par l'Organisation internationale pour la migration en Guinée. Ce plan permet de faciliter le retour volontaire des migrants vulnérables et en situation irrégulière. Au bureau de l'OIM, les représentants des affaires étrangères, de la douane, de l'action humanitaire et les ONG évoluant sur le terrain se concertent sur le projet. L'objectif de ce projet, c'est d'apporter vraiment une assistance efficace aux migrants vulnérables en situation de vulnérabilité et en détresse dans les pays de transit pour les migrants guinéens, assurer le retour en Guinée, leur apporter une assistance financière pour leur permettre, une fois arrivés, de développer des activités génératrices de revenus. Quand ils acceptent de s'inscrire à ce programme de retour volontaire, il y a des mesures d'accompagnement pour qu'ils retournent dignement dans le respect et la considération dans leur pays d'origine. Ce projet répond aux besoins des migrants vulnérables et en détresse est conjointement mis en œuvre par le bureau de l'OIM basé au Maroc. Plus de 1000 personnes se sont déjà retournées dans leur pays d'origine depuis le début de l'opération. Par ailleurs, les jeunes Guinéens se mobilisent pour mettre fin à l'immigration clandestine, un combat qu'ils mènent à travers une campagne de sensibilisation à l'endroit des autres associations de jeunes. Les messages portent sur les risques liés à cette aventure dans l'inconnu. Explication, Younes Atawel Kamara.
L'immigration clandestine est une réalité, surtout chez les jeunes. Des jeunes qui vont dans l'espoir de trouver la meilleure vie en Occident sans se soucier des risques liés à cette aventure. Fodé Brema Bangoura, par exemple, est l'un de ces clandestins qui a tenté plusieurs fois de se rendre en Europe, mais sans succès. Il se souvient encore de sa mésaventure. J'ai pris le pirogue au Maroc là-bas, mais je n'ai pas reçu. Je me suis retourné au Casa, j'ai travaillé un peu, j'ai eu l'argent. On a été jusqu'à le territoire Maroc avec l'Espagne. Bon, il y a 7 mètres de grillage pour grimper, pour rentrer en Espagne. Et donc, si tu n'as pas la force, tu seras mouru là-bas. En plus encore, il y a la balle bleue dessus. Prends le risque pour vivre ou bien la mort. Ou bien soit tu reçus ou bien tu perds. Pour freiner ce fléau qui coûte la vie à de nombreux jeunes, une campagne de sensibilisation est déclenchée par l'Association des jeunes filles pour la promotion de l'espace francophone. Une initiative appuyée par le ministère de la Jeunesse et l'ambassade de France en Guinée. Objectif, expliquer aux jeunes les risques liés à l'immigration clandestine. Il y a des stratégies qui résultent d'abord d'une politique nationale de la jeunesse qui est élaborée, une politique nationale qui est appuyée par un plan stratégique pour 10 ans sur lequel les partenaires nous accompagnent. Mais aussi, à travers cette politique, nous bâtissons des programmes qui prennent en compte tous les aspects de l'insertion des jeunes. Souvent l'immigration illégale, clandestine, c'est aussi un cortège de drames humains. Quand ils arrivent à destination, et encore une fois c'est loin d'être toujours le cas, mais la personne arrive sans statut juridique, ils arrivent sans travail, sans formation, ne possédant pas forcément la langue, et donc souvent elles ne sont pas autorisées à travailler, et elles ne sont pas accueillies. Elles ne sont pas logées, elles ne sont pas soignées, elles ne sont pas nourries. Et donc il y a un vrai risque de clochardisation et encore une fois d'être victime de toutes sortes de trafiquants. L'Association des jeunes filles pour la promotion de l'espace francophone entend poursuivre cette campagne à l'intérieur du pays. Il s'agit de conscientiser les jeunes sur les conséquences du phénomène. Dans un instant, vous allez suivre une série de décrets du président de la République avec Fodeta Silla. Mais d'ici là, page noire en bref et en images, les obsèques nationales du regretté Pierre Bangoura, 3e capitaine de la première équipe nationale, puis entraîneur de plusieurs clubs du pays. Pierre Bangoura a tiré sa révérence après de loyaux services rendus à la nation. Parents, amis et sympathisants lui ont rendu un dernier hommage ce jeudi avant de regagner sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Suivez à présent quelques témoignages des personnes qui ont connu l'homme. Vraiment, c'est une fierté pour nous. Non, pas plus de l'homme. Pierre Bangoura, tu es intégré à l'histoire. Tu es en notre vie. Tu es en chacun de nous. Le football guinéen et africains se souviendront à jamais de l'Olympien. Tu laisses dans le patrimoine historique national une dense et enrichissante expérience que tous les devanciers ont déroulée devant l'assemblée funèbre. Pétri de qualité. C'était un arrière, un latéral qui fut le précurseur des latéraux actuels. Avec lui, nous bénéficions des retraits remarquables. Avec lui, ses frappes étaient sans bavure. Au nom de la Confédération africaine de football, transmettre au peuple sportif de Guinée, au mouvement sportif et olympique guinéen, à la grande famille du football guinéen, mais aussi et surtout à la famille de l'illustre défunt Pierre Bangoura. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Amen. Comme annoncé, nous allons suivre Fodeta Silla pour la lecture d'une série de décrets du président de la République. Bonsoir Fodeta. Oui, bonsoir. Décret D 2016-252 PRG SGG
portant nomination des cadres au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi et du travail. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Michel Koivogui, professeur d'enseignement technique, matricule 174-182D, précédemment directeur de l'ENAE de Koba. Chef de cabinet, M. Mamadi Alkali Chérif, professeur de lycée, matricule 199-120Z, confirmé. Conseiller principal, M. Modisori Bari, professeur de lycée, matricule 179-376V, précédemment conseiller chargé de mission. Conseiller chargé de mission, M. Ibrahima Chérif, juriste, précédemment en service au service national d'évaluation du système éducatif au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, matricule 268-335S. Conseiller chargé des questions d'enseignement technique et de formation professionnelle, M. Richard Pami, professeur d'enseignement technique confirmé. Conseillère chargée des questions d'emploi, du travail et d'insertion professionnelle, Mme So Adja Mariama Dogome Bari, magistrat, matricule 176-782N, précédemment conseillère juridique. Conseiller juridique, M. Lanciné Beavogi, juriste. Inspecteur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Sekou Diafo Denabé, professeur d'enseignement technique, matricule 114-868K, confirmé. Inspecteur général adjoint de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Yao Diallo, inspecteur d'enseignement technique, matricule 174-185T, précédemment inspecteur disciplinaire. Inspecteur général du travail, Dr Alia Kamara, juriste, matricule 252-955A, confirmé. Inspectrice générale adjointe du travail, Madame Faber Zenab Kamara, juriste, matricule 201-857Y, confirmé. Directrice nationale de la formation professionnelle et du perfectionnement des personnels enseignants, Madame Sanassa Diané, professeure d'école normale, matricule 193-455S, précédemment directrice nationale de la formation professionnelle et technique. Directeur national adjoint de la formation professionnelle et du perfectionnement des personnels enseignants, M. Seydou Diakité, professeur d'école normale, matricule 176-283V, précédemment directeur national adjoint de l'enseignement technique et formation professionnelle privée. Directeur national de l'apprentissage et des formations professionnelles postprimaires et secondaires, M. Ousmane Tanou Baldé, professeur d'enseignement technique, matricule 188-883D, confirmé. Directeur national adjoint de l'apprentissage et des formations professionnelles postprimaires et secondaires, M. Alpha Babayo, professeur d'enseignement technique, matricule 153-108N, confirmé. Directeur national de l'enseignement technique et professionnel privé, M. Ahmed Sekou Bangoura, professeur d'école normale, matricule 193-263K, confirmé. Directeur national adjoint de l'enseignement technique et formation privée, Hadja Kadia Touba, professeur d'école normale, matricule 176-099X, précédemment directrice nationale adjointe de la formation professionnelle et du perfectionnement des personnels enseignants. Directeur national de la formation professionnelle et technique, M. Baba Diané, inspecteur d'enseignement technique, matricule 175-270C, précédemment directeur national de la formation professionnelle et du perfectionnement des personnels enseignants. Directeur national adjoint de la formation professionnelle et technique,
M. Bamba Sinepolo, professeur d'enseignement technique, matricule 177 594H, confirmé. Directeur national du Bureau de stratégie et de développement, M. Hamid Willan, professeur de lycée, matricule 171 346W, confirmé. Directeur national adjoint du Bureau de stratégie et de développement, M. Ibrahima Souma, professeur de sciences de l'éducation, matricule 190 664W, précédemment chef section recherche et innovation pédagogique. Directeur national de l'emploi, du travail et des lois sociales, M. Moussa Kone, administrateur civil, matricule 189-008X, confirmé. Directeur national adjoint de l'emploi, du travail et des lois sociales, M. Robert Kamano, magistrat, matricule 159-386F, confirmé. Directrice générale du Centre national de perfectionnement à la gestion, Madame Mampenda Touré, administrateur civil, matricule 114-887K, confirmé. Directeur général adjoint du Centre national de perfectionnement à la gestion, M. Jean-Paul Lama, professeur d'enseignement technique, matricule 147-269L, confirmé. Directeur général de l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel, M. Lucien Bendougilao, confirmé. Directrice générale adjointe de l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel, Madame Fatoumata Chérif, juriste, matricule 262-758Y, confirmé. Directeur général de l'École nationale des professeurs d'enseignement technique et professionnel, M. Mamadou Saliou Baldé, professeur d'enseignement technique, matricule 176-099X, précédemment directeur général adjoint de l'École nationale des professeurs d'enseignement technique et professionnel. Directrice générale adjointe de l'École nationale des professeurs d'enseignement technique et professionnel, Madame Kadiatou Doumbouya, professeur d'enseignement technique, matricule 201-465D, précédemment chef de département à la direction générale de l'École nationale des professeurs d'enseignement technique et professionnel. Directeur général de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, M. Sekouba Mara, économiste, matricule 273-982R, confirmé. Directrice générale adjointe de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, Madame Diariatou Diallo, économiste, matricule 262-969R, confirmé. Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Malik Sankon, administrateur civil, matricule 194-359L, confirmé. Directeur général adjoint de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Ibrahim Khalil Sako, ingénieur, matricule 172-565Z, confirmé. Directrice régionale de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'emploi de la ville de Conakry, Madame Fatou Silla, professeur de lycée, matricule 190-899N, précédemment chef service genre et équité. Directeur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi de la région de Kindia, M. Mohamed Sissé, économiste. Directeur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi de la région de Boké, M. Amara Boké Kamara, professeur de l'enseignement technique, matricule 175-875B, précédemment chef de section au service national d'infrastructures, équipement et maintenance. Directeur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'emploi de la région de Mamou, M. Mamadou Bari, professeur d'enseignement technique, matricule 168-116L, confirmé. Directeur régional de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'emploi de la région de l'Abbé, M. Suleiman Mara, professeur de lycée,
matricule 201 463M, confirmé. Directeur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de la région de Farana, M. Aboubakar Sidiki Diakité, professeur d'enseignement technique, matricule 192 650B, confirmé. Directeur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de la région de Kankan, M. Djeli Mandian Djoubate, enseignant. Directeur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi de la région de Nzerekouré, M. Jean Guilabogui, professeur d'enseignement technique, matricule 190 426E, confirmé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 11 août 2016, professeur Alpha Condé. Décret de 2016-253 PRG-SGG portant nomination de hauts cadres au ministère du Commerce. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Madame Fanta Sissé, juriste, spécialiste des accords multilatéraux, précédemment fonctionnaire à l'Organisation mondiale du commerce OMC à Genève en Suisse. Chef de cabinet, M. Bala Dopavogui, confirmé. Conseiller principal, Dr Fodé Balato Keïta, précédemment directeur national du commerce extérieur et de la compétitivité. Conseiller juridique, M. Mamadou Saliousso, confirmé. Conseiller chargé des produits stratégiques, M. Ismaël Soare, précédemment conseiller des produits pétroliers. Conseiller chargé des questions commerciales, M. Mamadi Kourouma, confirmé. Conseillère chargée de mission, Mme Mariam Bari, précédemment directrice générale de l'ONCQ. Inspecteur général, M. Ansman Sako, confirmé. Inspecteur général adjoint, M. Sekou Yaya Baldé, confirmé. Directeur du Bureau de stratégie de développement, M. Mohamed Lamine Sissé, économiste, planificateur, précédemment directeur des organisations internationales au ministère de la Coopération internationale. Directeur adjoint du Bureau de stratégie et de développement, M. Aboulaye Bella Diallo, économiste, précédemment en service au gouvernorat de Conakry au compte du ministère de l'Action sociale. Directeur national du commerce intérieur, M. Bafodé Souma, confirmé. Directeur national adjoint du commerce intérieur, M. Alseni Kamara, confirmé. Directrice nationale du commerce extérieur et de la compétitivité, Mme Salematou Bangoura, précédemment directrice nationale adjointe du commerce extérieur et de la compétitivité. Directrice nationale adjointe du commerce extérieur et de la compétitivité, Mme Loupou Lama, précédemment chef division des relations commerciales multilatérales à la Direction nationale du commerce extérieur et de la compétitivité. Directeur du service des déclarations descriptives des importations et des exportations, M. Diati Kwandé, confirmé. Directeur adjoint du service des déclarations descriptives des importations et des exportations, M. Tamba Nestor Tongino, ingénieur, précédemment en service au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Directeur général de l'Agence guinéenne de promotion des exportations, M. Dobo Beavogui, précédemment directeur général adjoint du CAFEX au ministère du Commerce. Directeur général adjoint de l'Agence guinéenne de promotion des exportations, M. Mohamed Kaloko, précédemment conseiller chargé de mission au ministère du Commerce. Directeur général de l'Office national de contrôle de qualité, M. Zakaria Traoré, en service au ministère. Directrice générale adjointe de l'Office national de contrôle de qualité, Mme Diaka Diallo, confirmé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié au journal officiel de la République.
Conakry, le 11 août 2016, professeur Alpha Condé. Décret D 2016-254 PRG-SGG portant nomination de cadre au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Morlaï Youla, précédemment inspecteur général du ministère. Chef de cabinet, M. Mamadou Seydou Sissé, précédemment personne responsable des marchés publics au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Conseiller principal, M. Sekou Diafodé Nabé, précédemment chef de cabinet. Conseiller juridique, M. Tierno Mamadou Ba, juriste, précédemment en service à l'ARPT. Conseiller en charge de l'accès universel de la formation et de la recherche, M. Tierno Ouri Diallo, ingénieur des télécommunications. Conseiller en charge des télécommunications TIC et de l'économie numérique, M. Selou Diallo, ingénieur, coordinateur du projet Warsip Guinée. Conseillère chargée de mission, Mme Sarantouré, confirmée. Inspecteur général, M. Agibou Bari, précédemment inspecteur général adjoint. Inspecteur général adjoint, M. Fodé Fofana, précédemment attaché de cabinet au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Directeur du bureau de stratégie et de développement, M. Cessé Monemou, économiste, précédemment directeur adjoint du bureau de stratégie et développement du dit ministère. Directeur adjoint du bureau de stratégie et développement, M. Abdoulaye Touré, ingénieur électrotechnicien. Directeur national des télécommunications, M. Yacouba Sissé, ingénieur des télécommunications, précédemment en service à Intercell. Directeur national adjoint des télécommunications, M. Diawara Ibrahima Tamim, ingénieur des télécommunications. Directeur national des postes, M. Tibou Yaye Bari, précédemment directeur national adjoint des postes et télécommunications. Directeur national adjoint des postes, M. Mohamed Sita Sissé, ingénieur des télécommunications. Directeur national des technologies de l'information et de l'économie numérique, M. Noumouké Kondé, précédemment directeur adjoint de l'Agence nationale de la gouvernance électronique et informatisation de l'État. Directeur national adjoint des technologies de l'information et de l'économie numérique, M. Senkoun Kourouma, ingénieur informaticien. Directeur général de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, M. Mamoudou Kaba, ingénieur informaticien. Directeur général adjoint de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, M. Aboubakar Kourouma, ingénieur. Directeur général de l'Agence nationale de la gouvernance électronique et informatisation de l'État, M. Mori Kamara, ingénieur en système d'information. Directeur général adjoint de l'Agence nationale de la gouvernance électronique et informatisation de l'État, M. Mamadi Keita, précédemment directeur national adjoint des technologies de l'information et de la communication. Directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT, M. Antigou Chérif, économiste des télécommunications, précédemment directeur des finances et comptabilité de l'ARPT. Directrice générale adjointe de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT, Madame Aminata Kaba, précédemment fonctionnaire à l'Union internationale des télécommunications, bureau régional de Dakar. Directeur général de l'Office de la Poste guinéenne, OPG, M. Mohamed Lamine Diallo, confirmé. Directeur général adjoint de l'Office de la Poste guinéenne, OPG, M. Mohamed Kourouma, ingénieur en marketing et commerce.
directeur général de la Société des télécommunications de Guinée, Sotelgui, M. Omar Saïd Koulibaly, précédemment directeur général adjoint de l'ARPT, directeur général adjoint de la Société des télécommunications de Guinée, Sotelgui, M. Ahmed Camille Camara, précédemment directeur général de l'ANGIE. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 11 août 2016, professeur Alpha Condé. Merci Fodeta Silla. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Plaisir a été pour moi de vous retrouver cette semaine. Grand merci à vous et à bientôt.